La RDC, dans l'économie, reste très dépendant du secteur minier soumis aux aléas des cours internationaux. Est un État qui reste en situation de fragilité, il faudra le dire. Son économie est d'ailleurs très spécialisée, largement dépendant du secteur minier. Alors, le pays exporte ses richesses. Pourtant, les retombées semblent ne pas s'équilibrer sur le vécu des Congolais. La RDC semble patauger, il faudra le dire, sur les rives de l'étranger, de qui elle dépend en grande partie. Comment expliquer cet état de choses? Élément de réponse, c'est le second dossier de ce magazine. Ce pays est béni. Il se trouve au carrefour de plusieurs sous-régions, organisations sous-régionales africaines, et il possède énormément de potentialités, de ressources qui peuvent à la fois être bénéfiques pour lui en tant qu'État, mais également pour toutes ces régions qui nous sont frontalières. Porteuse d'une culture universelle, mais tirée vers le bas par une économie à la traîne, la RDC apparaît aux yeux du monde à la fois vulnérable et désirable. Des puissances étrangères en tentent d'en profiter, avec de nombreuses complicités. L'exploitation et la transformation industrielle des ressources naturelles, la production et la distribution des biens et services en interne sont des domaines dans lesquels les nationaux sont rares en République démocratique du Congo, et ce, depuis toujours. Malheureusement, la plupart des gouvernements ne savent pas ce qu'il y a dans leur sous-sol. Nous pensons que s'il y avait une bonne connaissance du véritable potentiel en ressources minérales des pays africains, les gouvernements seraient en position de négocier de meilleurs contrats avec les compagnies d'extraction. Pourtant, le pays avec ses 80 millions d'habitants s'étend dans un vaste territoire de plus de 2,4 millions de kilomètres carrés et bourré de richesses. Il faut bien comprendre que les ressources minières ou les ressources énergétiques en Afrique, elles ne sont pas exploitées par les États eux-mêmes, ou très rarement, sauf en Afrique du Sud, par des entreprises africaines. Ils sont très dépendants des moyens technologiques et financiers de grandes entreprises européennes, américaines, chinoises, malaisiennes, que sais-je. Réputé scandale géologique, pays solution ou encore coffre-fort de l'humanité, la RDC est un marché, mais en même temps un paradoxe où d'énormes potentiels économiques et la pire pauvreté se côtoient. J'extrais la cassitérite après avoir lavé le gravier. Ensuite, je la vends. Il m'arrive de gagner 15 000 francs congolais. Ça me permet au moins de survivre avec mes enfants. Comment sont organisés les secteurs productifs? Quels sont les secteurs porteurs? Et à qui profitent les opportunités d'investissement? Encore et toujours des questions dont les réponses donnent la frayeur. Ce que nous avons, c'est le problème de production. On ne produit pas, on consomme tout ce qui vient à l'extérieur. Alors lorsqu'il y a des chocs à l'extérieur, il y aura des effets d'entraînement dans notre pays. Il n'est bon que les provinces, les entités territoriales décentralisées, les territoires soient productifs. C'est de cette manière qu'on peut avoir plusieurs pôles de production et être en mesure de pouvoir baisser la pression intérieure en termes de prix. La découverte de l'espace où est créée la RDC d'aujourd'hui était une aubaine pour les puissances industrielles de l'époque qui l'ont apprivoisée durant plusieurs siècles sous le label de la colonisation. Le cuivre, le fer, l'uranium, le diamant ou même la culture prospère du caoutchouc, du café, du cacao et l'EVA ont attiré l'attention des dirigeants du monde libre qui continuent à rivaliser des prouesses pour s'en approprier. Il y a notre propre incapacité à gérer nos ressources nous-mêmes, à toujours penser qu'on est mieux conseillé par des idées qui viennent de l'extérieur, mais c'est vrai aussi par une certaine gabegie de l'État. Et depuis là à nos jours, le Congo-Kinshasa est et demeure le pourvoyeur des matières premières au profit des capitaux étrangers. Aucun de tous les géants miniers présents au Katanga, au Kivu ou la Grande Orientale n'est congolais. Ils sont canadiens, australiens, britanniques, américains ou chinois. Clairvoyants et opportunistes, ces entreprises ont étendu leurs activités dans l'exploitation des minerais stratégiques tels que le cobalt, le lithium et le coltan. Les expatriés ont inondé aussi le secteur des hydrocarbures avec les gisements pétroliers, au Congo central notamment. C'est une campagne que nous sommes en train de subir, mais je pense que quand on a de telles ressources, ce n'est pas pour qu'on s'en serve comme ornement, c'est pour que ça puisse réellement servir notre pays, notre économie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et il y a une campagne contre nous, nous allons faire notre campagne, on va sillonner le monde, on va aller à gauche, à droite pour expliquer ce que nous sommes en train de faire.
et essayer de rassurer les investisseurs et nous avons confiance et foi qu'ils ne seront pas découragés. Prenons le cas aussi du secteur commercial. Nos marchés sont non seulement inondés de biens de l'importation, mais aussi fournis par les expatriés. Plus de 70% des produits de première nécessité sont fournis par les firmes étrangères. Produits manufacturés, habillements, électroménagers, matériaux de construction, transport aérien, médicaments. Si tous ne viennent pas de l'importation, il y a néanmoins une influence extérieure. La RDC sans conteste une économie sous influence étrangère et l'évolution récente a renforcé cette influence car le commerce international n'a cessé de se développer. Le pays, face à une concurrence accrue d'autres nations, devient attractif pour les investisseurs étrangers et surtout des entreprises plus en plus nombreuses passent sous contrôle étranger. Une telle évolution n'est pas sans conséquences que l'on peut chercher à traduire en force et faiblesse. Eric Nindo, la RDC sous influence, l'économie de la RDC sous influence étrangère. D'accord avec cette affirmation ? C'est un constat en fait. Enfin, plus que dire sous influence, le constat c'est dire qu'on est une économie extravertie. C'est-à-dire, on puise des matières premières chez nous, on les exporte, on ne les transforme pas. C'est pour ça, le président Félix Tshisekedi a pour leitmotiv, depuis sa prise de pouvoir, de mettre en place les conditions réelles pour qu'on puisse transformer une bonne partie de nos matières premières sur place et créer ainsi la plus-value qui est véritablement la richesse. Parce qu'on le dit dans nos téléphones portables, les ordinateurs et tout ça, il y a du coltan, il y a du lithium, il y a du manganèse. Mais si on exporte ça de façon brute, c'est ceux qui transforment ça, que ce soit en Asie ou ailleurs, qui gagnent la plus-value. Donc il faut que l'on crée une chaîne de production, dans la chaîne de valeur précisément de ces produits-là, de ces matières premières. Le Congo doit prendre sa part. On a signé un accord avec la Zambie, puisque la ceinture du Copper Belt, c'est là aussi où on trouve le cobalt, le manganèse, le lithium, tous ces métaux rares et stratégiques, pour qu'on se mette ensemble avec la Zambie et que l'on cherche dans le monde, parce que la technologie, on ne la détient pas encore. Ce sont des grandes entreprises comme Telsa qui fabriquent des batteries électriques et tout cela. Donc on va les appeler pour qu'ils investissent au Congo. Parce qu'une étude de Bloomberg, le grand média, mais qui est aussi un bureau d'études pour les affaires économiques, il a prouvé que créer une usine de batteries au Congo coûterait environ entre 30 et 40% moins cher que la créer aux États-Unis. Donc prochainement, il y aura un sommet à Washington, le Leader Forum entre le président Biden et les présidents africains. C'est ce que notre président, s'il y va, il va plaider cette cause-là pour dire « venez investir au Congo, qu'on se mette en partenariat pour qu'on transforme une certaine partie dans la chaîne de valeur donc, de ces produits et qu'il y ait de la plus-value qui reste au Congo pour que les richesses restent au pays. C'est ça notre problème. Deuxième aspect, c'est les importations dans le domaine agricole. Ça, c'est quasiment, excusez-moi du terme, une aberration. Parce que comme l'a dit le président, il faut la revanche de l'agriculture, du sol sur le sous-sol. Donc on doit faire une révolution agricole en fait dans notre pays. Il faut qu'on mette en place tout le système d'incentive, c'est-à-dire comment je pourrais dire incentive en français, j'ai oublié le terme. Bon, c'est en tout cas d'essayer de donner à ceux qui investissent des fonds qui puissent avoir un taux d'intérêt, par exemple s'ils prennent un crédit, qui soit le moindre, pour que l'on puisse produire ici. Pourtant on ne leur donne pas, pourtant ils se plaignent. C'est en train d'être mis en place, cher ami. Les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique. Alors, le pays a vécu des moments très difficiles. On est passé par une crise aussi du Covid qui a ralenti. Et donc les bases sont posées. Donc, on est en train de le faire, notamment ce que l'on fait, ce que le président a mis en place, c'est la création des routes de dessert agricole, leur réhabilitation pour la plupart, parce qu'elles existaient, elles ont été réhabilitées, certaines ont été asphaltées, pour que là où les produits sont, là où l'agriculture est produite, que ça revienne vers les centres urbains et que par exemple ça arrive à Kinshasa et que l'on puisse se nourrir à Kinshasa de 80% de choses qui sont produites ici et pas qu'on importe des oignons du Cameroun ou des tomates de Chine. C'est une aberration. Alors vous êtes longtemps attelé sur justement les contrats signés avec des firmes étrangères, des contrats qui très souvent ne sont mis sur la place publique que lorsque ça ne va pas décrier par certains. Pourtant le contenu de ces contrats, c'est un droit que la population en soit au courant. Mais bien sûr, mais je pense que les informations que vous avez ne sont pas récentes, parce que récemment, et vous pouvez le vérifier, l'ITEE, c'est-à-dire l'initiative pour les industries d'extraction, oui, a donné au Congo, à la RDC, un bon point pour justement dire que notre pays respecte justement la transparence dans l'industrie extractive.
C'était pas le cas il y a quelques années, mais depuis que le régime Tshisekedi est en place, les choses se sont améliorées. C'est-à-dire, les contrats sont connus et on sait quelle est la part pour chacun. La part pour l'État congolais, la part pour l'investisseur étranger. Et notamment, il y a aussi un très grand travail qui est fait par l'IGF pour aller chercher justement cet argent qui pourrait dépérir, cet argent qui pourrait servir à la corruption, pour que ça revienne vraiment dans la caisse de l'État. Vous savez, ce n'est pas pour rien que notre budget national est passé de 4 milliards à 14 milliards en 3 ans. Pratiquement en 2 ans et demi, on pourrait dire. Donc, ce n'est pas magique. C'est quelque chose qui vient parce que les recettes de l'État augmentent. Ce sont des chiffres. On touche l'argent qu'il nous est dû, c'est-à-dire l'argent que doivent payer ces grandes compagnies qui exploitent nos richesses. Un budget qui a évolué, il faudra le dire, vive salutation, mais ce sont des chiffres qui ne bénéficient toujours pas à la population. Mais si, ce sont des chiffres qui bénéficient à la population, cher Steve. Pourquoi? Parce que ce budget-là, il sert d'abord à payer les fonctionnaires. Vous savez qu'on a augmenté le salaire des fonctionnaires. On a augmenté de combien à combien qui se plaignent? On a augmenté le salaire des policiers. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais il faut savoir d'où l'on vient. Est-ce qu'il s'agit d'une augmentation ou plutôt de donner ce qu'il faudrait? Augmentation, peut-être 200 francs, mais est-ce qu'il s'agirait simplement de faire changer les chiffres ou d'amener justement un changement dans la vie de ces hommes de la fonction publique et des enseignants et autres? Vous savez, en matière économique, ce qui est intéressant, c'est de voir les choses en tendance. C'est de ne pas voir les choses. Par exemple, si chaque Congolais dit que pour vivre bien, il devrait gagner 5 000 $, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui. Soyons réalistes aussi. Osons dire la vérité à notre population. Si on donnait à tout le fonctionnaire, c'est-à-dire du huissier jusque je ne sais pas à quel grade, 5 000 $, ce serait beau, ce serait dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas possible. Les choses sont en train d'évoluer petit à petit. Il y a des barèmes dans la fonction publique. Il y a des niveaux de salaire. On les a relativement et significativement augmenté. Et les choses vont aller petit à petit. Créer, par exemple, la gratuité scolaire, ça coûte de l'argent. Et pour ça, c'est l'argent de l'État, justement l'augmentation de ces rentrées financières dans les caisses de l'État qui permettent de soutenir un tel projet, qui est un projet fondamental, initié par le président Tshisekedi, et qui a permis déjà à 4 millions d'enfants d'aller à l'école. Vous savez, un enfant qui étudie, un enfant qui est scolarisé, c'est important parce que ça veut dire c'est lui l'avenir du pays. Et les enfants qui vont à l'école et les enseignants qui se plaignent. Hein. Alors, où en est-on ? Les enseignants se plaignent, je suis d'accord, leur sort n'est peut-être pas satisfaisant, mais il s'est amélioré. Il faut voir la trajectoire et le parcours. Les choses vont s'améliorer encore pour l'année prochaine. Il faut voir le collectif budgétaire qui va être signé et il y a de l'argent qui est destiné à pouvoir pour les enseignements, à pouvoir pour la création d'infrastructures. Donc les choses s'améliorent. Ce n'est pas encore parfait, mais au moins la tendance elle est. On reste optimiste. Hein. Alors, où en est-on avec la création des millionnaires promis par le chef de l'État? Création des millionnaires, c'était un slogan. C'est-à-dire création d'hommes d'affaires congolais, de champions congolais. C'est en cours. Pourquoi? Parce que par exemple, le président actuel... On sait déjà les comptes à peu près aujourd'hui? Le président, c'est le premier qui a mis en place, auprès de lui et auprès du gouvernement, une cellule du climat des affaires. C'est-à-dire que cette cellule, elle a pour rôle, et de façon transversale, c'est-à-dire avec tous les ministères concernés, d'améliorer ce qu'on appelait à l'époque le doing business. Il y avait un critère, un tableau qui était publié chaque année par le FMI, qui était le doing business. Ça veut dire quoi? L'amélioration du climat des affaires, que ce soit de façon législative, de façon réglementaire, de façon de les infrastructures, le fait qu'on puisse donner du courant aux gens, parce qu'on a un grand déficit en énergie, par exemple. Si vous voulez créer une industrie ici, on doit créer des industries pour pouvoir transformer nos matières premières, il faut de l'énergie. Créer un barrage électrique, cher ami, ça ne se crée pas en une année. Ça prend du temps, mais on a des alternatives. Il y a le solaire, il y a le biomasse. La nature également. Il y a d'autres choses, justement. Mais tout ça est en train d'être mis en place. Donc, ces fameux millionnaires, ils sont en train d'émerger. Ce serait quand même étonnant s'ils émergeaient du jour au lendemain. Ce serait louche. Mais on les voit émerger. Ils sont caricaturés, c'est déjà des personnes bien précises. C'est peut-être pas les petits entrepreneurs qui se lancent dans l'agriculture et autres secteurs, les nouveaux qui se lancent. Mais justement, c'est ces nouveaux-là qu'il faut suivre. C'est ces nouveaux-là qui ne sont peut-être pas millionnaires aujourd'hui, mais le seront demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils prennent des parts de marché dans justement notre économie. Et vous l'avez dit dans votre sujet très intéressant, vous disiez, le problème du Congo, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, grosso modo, je n'ai pas les chiffres exacts, mais disons 80% de l'économie est détenue par des intérêts ou des capitaux étrangers. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi, Steve? C'est que ces 80% d'économies qui sont détenues par des étrangers ne représentent en fait que 20% du réel potentiel économique du pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, on doit créer des entrepreneurs congolais qui deviendront millionnaires ou pas millionnaires, mais qui auront en tout cas pignon sur rue. Mais qu'en même temps, on doit développer
le reste, les 80% de notre potentiel économique qui n'est pas développé. Aujourd'hui, on exploite des mines dans le Katanga, le grand Katanga. Mais il y a des mines, du coltan, du lithium, il y en a ailleurs. Il y en a aussi peut-être au Bandundu, il y en a peut-être aussi au Kasaï ou ailleurs. Mais on ne les exploite pas. Pourquoi? Parce qu'on a hérité du modèle que le colon avait laissé. Mais le Congo, c'est un pays béni de Dieu. Nous le savons tous. Mais nous devons retrousser nos manches et travailler et nous mettre pour pouvoir ensemble, en profiter en tant que Congolais, en tant que population de ce pays. Mobilisation nationale, nous en parlons d'ailleurs tout de suite, c'est le troisième dossier.